Bonjour, je m'appelle Manuel Daucher, je suis professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et je travaille dans l'unité médic, qui est une unité CNRS dirigée par Laurent Martini, qui s'intéresse aux problématiques du vieillissement humain. Ce sont des biologistes, des biochimistes, des médecins, et puis je coordonne avec ma collègue Stéphanie Beau une équipe qui fait de la modélisation et de l'imagerie. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre les molécules, donc les molécules de la vie, celles qui viennent gouverner les processus de votre vie, de vos cellules, etc. Et d'essayer de comprendre à certains moments pourquoi ces molécules se détraquent, pourquoi elles changent, et comment on va pouvoir essayer de les caractériser. Donc on va essayer de faire ça de façon assez simple. Donc j'utiliserai des mots relativement simples et puis on va essayer d'aller regarder un petit peu comment ce Lego, qu'on va appeler Lego moléculaire, peut venir constituer des ensembles. Et ces ensembles, comment ils bougent entre eux, comment ils interagissent entre eux et du coup quels sont leurs rôles biologiques derrière. Ça, j'en parlerai pas trop à la fin, mais essayer de bien décrypter cette interaction possible. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on est typiquement dans une interface qui va être une interface entre la biologie, médecine, je vous l'ai dit, mais on aura aussi besoin de chimie, puisque derrière, ces molécules sont constituées d'atomes. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Moi, je suis physicien, donc derrière, j'utilise une physique qui fait que je suis à l'interface, ce qu'on appelle biophysique, entre la biologie et la physique. Et en fait, pour faire ce métier qui est le mien, eh bien, nous utilisons énormément de simulation numérique, c'est-à-dire on utilise des supercalculateurs. Et avec ces supercalculateurs, on essaie de comprendre comment fonctionnent ces objets. Donc, peut-être pour expliquer pourquoi on utilise un supercalculateur, je me suis posé la question d'essayer de vous faire comprendre ce qu'était l'infiniment petit. Donc pour ce faire, on va essayer de regarder ce qu'on appelle des puissances de 10. Et là, je vous ai mis une échelle où on aperçoit en bas, sur l'échelle du bas, 1 mètre, puis 100 mm, puis 10 mm, puis 1 mm, etc., en allant de la droite vers la gauche. Et j'ai essayé de placer dessus un certain nombre de photos, puisque vous apercevez un pingouin. Donc un pingouin, globalement, c'est 1 mètre de hauteur, donc ça correspondra à notre référence. À côté, vous allez avoir un pouls, qui lui est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc ça, c'est un pouls qui a été obtenu par microscopie électronique. Sur la troisième image qui est en allant vers la gauche, vous avez en fait une poussière. Donc ça, c'est une poussière qui a été attrapée au microscope électronique. Et puis à la fin, sur la quatrième image, donc, vous avez à l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle nanométrique, vous avez par exemple un brin d'ADN, l'ADN portant votre code génétique. On en parlera un tout petit peu après. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on utilise des ordis. Et pour ce faire, j'ai essayé de prendre 3 grandeurs. La longueur, la masse et le temps. Et vous voyez que je peux supposer qu'un homme ou un pingouin, ça fait 1 mètre. Ça sera donc ma référence. Quand je fais 1 km, je fais 10 puissance 3. Quand je veux aller sur la Lune, c'est 10 puissance 9. Et vous voyez que j'augmente et on estime les limites de l'univers, 10 puissance 26, dans ces zones-là. Nous, on va aller vers le bas, c'est-à-dire qu'en ce moment, on parle beaucoup virus. Donc vous voyez qu'un virus, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres. Et je vais vous parler protéines et atomes. Donc là, les tailles 10 puissance moins 8, 10 puissance moins 10. Donc vous voyez, là, on va vers de l'infiniment petit. Si je le compare à la distance Terre-Lune, vous voyez que Terre-Lune, j'étais plus 9. Protéines, atomes, je suis autour de moins 9. Ça vous donne à peu près l'échelle. Ce que j'ai fait pour la longueur, je peux faire la même chose pour la masse. Donc 1 litre d'eau, 1 kg. La tour Eiffel, on voit bien, c'est de l'ordre de 7, 10 puissance 6 kg, etc. Donc taille, masse de la Terre, masse du Soleil. Et on va les regarder maintenant dans l'autre sens, c'est-à-dire les masses au niveau d'objets biologiques. Donc vous voyez, par exemple, au niveau d'un fragment d'ADN, on est de l'ordre de 10 puissance moins 15 kg. Donc là, vraiment quelque chose d'infiniment petit en masse. Et troisième grandeur qui va nous intéresser, c'est le temps. Le battement du cœur, c'est de l'ordre d'une seconde à peu près. Un jour, c'est de l'ordre de 10 puissance 5 secondes. On estime les peintures de Lascaux de l'ordre de 10 puissance 11 secondes. Et de la même façon, je vais descendre. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les vibrations atomiques, qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes. Donc en fait, quand je reprends ces 3 grandeurs, longueur, masse et temps,
je me rends compte que je suis vraiment dans l'infiniment petit. Et actuellement, d'un point de vue expérimental, même si on peut aller chercher certaines de ces informations avec certaines des techniques, on ne peut pas avoir forcément tout en même temps. Donc là, depuis globalement une trentaine d'années, l'informatique a explosé complètement. Ça, on l'a tous les jours autour de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, de nos tablettes. Et on utilise donc des supercalculateurs qui vont nous permettre de mieux comprendre cette réalité-là, qui est en fait quelque chose qu'on appelle le virtuel. Donc on va rentrer dans le vivant, et pour rentrer dans le vivant, on va devoir venir se déplacer. Je vous remets rapidement ma fameuse petite échelle. On va devoir se déplacer d'objets qui font, alors donc par exemple quand on s'intéresse à une tumeur, quand on s'intéresse à une artère, puisque dans l'unité dans laquelle je suis, il y a des problématiques de maladies cardiovasculaires ou des problématiques d'études de certains types de cancers, donc de certaines tumeurs, on va devoir se déplacer donc dans cette échelle en glissant bien évidemment vers la gauche, donc vers une zone que j'ai marquée ici avec une espèce de triangle bleu qui vous permet de vous dire, ben voilà, des objets infiniment petits qui bougent infiniment vite, qui sont infiniment légers, eh bien, ils vont avoir des conséquences relativement importantes à travers l'ensemble de ces échelles. Et c'est ça qu'on essaye de décrypter. Donc pour ce faire, je ne vais pas aller très très loin, mais je vais simplement essayer de vous expliquer rapidement que les objets qu'on étudie principalement dans notre laboratoire, les protéines et les peptides, donc les enzymes qui sont une classe de protéines, et les peptides qui viennent de la dégradation et donc de l'action de ces enzymes, eh bien on essaye de les comprendre en 3D. Donc par l'expérimental, il existe des techniques, donc là je ne vais pas vous décrire en détail, mais il existe les techniques de cristallographie aux rayons X ou de résonance magnétique nucléaire qui permettent de connaître la position des atomes dans l'espace. Ça, c'est une base absolument fondamentale pour nous, et en général, ce qu'on récupère, c'est qu'on récupère seulement certaines briques. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Lego. Le Lego, il peut se lire à différentes échelles. Il peut se lire à l'échelle de l'atome, des groupements chimiques, pardon, mais il peut se lire aussi au niveau des peptides, au niveau des éléments de structure qu'on va décrire un petit peu plus loin, et puis dans l'interaction des objets entre eux. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que par exemple ici, je vous ai mis quelques petites molécules de tailles différentes et surtout de formes différentes. Et vous voyez qu'en fait, vous avez par exemple une très belle molécule qui est en forme de oméga, là, une belle forme croisée. Ça, c'est une immunoglobuline, donc c'est une protéine qui vient agir dans votre système d'immunité. Et vous voyez que si je la compare à celle qui est juste au-dessus, qu'on appelle l'insuline, eh bien évidemment, donc celle qui joue au niveau par exemple du diabète, vous voyez bien la différence de taille, la différence de forme, et donc on doit essayer de comprendre la différence de mécanisme d'action de ces objets. Et après, il nous faudra comprendre l'interaction de ces objets entre eux. On utilisera des super briques que l'on essaie de comprendre. Alors là, ça, voilà, il n'y a pas le choix. On va utiliser des très grosses machines, des très gros calculateurs. Donc dans notre université, nous avons le calculateur qui s'appelle Romeo. Donc je vous ai mis deux photos de Romeo, la version de gauche qui était le Romeo initial. Et c'est vrai que l'informatique devenant de plus en plus performante et autres, vous avez sur la photo de droite la nouvelle version de notre nouveau calculateur Romeo qui nous permet de faire des milliards de calculs par seconde. Ce qui fait que nous, dans notre cas, on peut très bien simuler sur le temps des objets qui sont soit sur des simulations assez longues, soit des objets qui vont avoir des formes beaucoup plus importantes. Et on essaie de comprendre ces choses-là. Donc je vais discuter en quelques mots les molécules de la vie et pourquoi on utilise la physique. Alors la physique, je vais pas rentrer dans les équations, mais ces supercalculateurs, on les utilise pourquoi? Puisqu'il nous faut calculer quelque chose qu'on appelle l'énergie. Tout le monde comprend un peu l'énergie quand on a fait du sport. Au niveau sport, par exemple dans le rugby ou dans le basket, ou dans le hand, vous avez de l'interaction physique, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'énergie potentielle, vous allez mettre de l'énergie cinétique et on essaye de regarder, et vous voyez bien ce que ça peut donner dans l'interaction de deux individus dans un match de foot ou de rugby. Et bien là, vous devez imaginer que c'est à peu près pareil. Alors je mets des guillemets, c'est pas tout à fait la même chose, mais on essaie de comprendre cette interaction entre les objets et comment ils vont venir jouer, interagir l'un avec l'autre. Alors cette approche-là nous permet vraiment de faire des choses importantes puisqu'elle nous permet de voir les molécules, de les comprendre dans leur environnement
et puis du coup étudier leur structure, leur forme. Est-ce qu'elles sont petites? On a vu tout à l'heure l'insuline qui semblait toute petite, pourtant son rôle biologique est fondamental. Est-ce qu'elles sont plus grandes? Est-ce qu'elles sont capables de se déformer? Comment elles jouent les unes avec les autres? Comment elles interagissent? Et l'idée à la fin, c'est de prédire et d'obtenir des molécules qui vont avoir un intérêt qui est l'intérêt suivant, c'est que ça va être des molécules qui vont nous permettre de fabriquer à terme des médicaments, mais surtout dans une première étape de comprendre la biologie de ces objets. Donc là, je vais aller relativement vite. Comme je vous ai dit, je ne suis pas biologiste, biochimiste, mais vous avez tous entendu parler que vous avez votre génome avec votre patrimoine génétique. Donc derrière, vous avez des molécules qu'on appelle donc l'ADN, avec derrière une autre molécule qui est l'ARN. Et nous, on s'intéresse principalement à ce que j'ai mis en bleu, c'est-à-dire protéines, peptides, acides aminés, sachant qu'en plus, dans ces objets-là, vous avez aussi des sucres, vous avez des lipides, vous avez des membranes, vous avez tout un tas d'autres petites molécules, des ions qui interviennent. Donc votre patrimoine génétique fait que vous avez, alors là je vais aller assez rapidement, mais vous avez un code qui classe ces briques. Je vous ai parlé de Lego. Chacun de ces aminoacides sont constitués d'un ensemble de lettres qui viennent du gène et donc de l'ADN. Et donc on va combiner ces lettres, on va être capable derrière de faire ce qu'on... Alors vous voyez par exemple ici, je vais prendre une cytosine, l'adénine et une guanine, et en fait quand je combine les trois, j'obtiens un aminoacide qu'on appelle GLN, peu importe son nom. Et vous voyez bien que là, avec un phénomène qui est biologique, qui se passe dans vos cellules, vous allez finir par obtenir une protéine, c'est-à-dire le rang qui est tout en bas, où vous allez être capable d'avoir vos briques de Lego qui viennent s'ajouter les unes derrière les autres. Alors quand vous faites ceci, vous n'avez simplement qu'une séquence. Or, cette séquence, elle a les propriétés de se replier pour venir former des structures 3D. Donc chacune des lettres, donc là vous voyez, j'ai le Q, S, L, G, qui ont chacun des groupements chimiques particuliers, on va regarder la nature de ces groupements chimiques. Donc là, vous voyez, je vous en ai mis certains que j'entoure, et vous voyez bien que les trois que j'ai entourés me permettent d'écrire, par exemple, un motif de 3 lettres. Et sur ce motif de 3 lettres, je vais être capable ensuite d'aller regarder son comportement structural dynamique. Il faut savoir que les enzymes, les protéines, peuvent avoir des milliers de lettres, des dizaines de milliers de lettres pour certains agencements macromoléculaires. Et donc nous, on se doit d'essayer de comprendre comment elles s'agencent dans l'espace et surtout comment elles bougent. Donc je vous mets ici quelques structures, je vais relativement vite, mais vous voyez que vous pouvez avoir, à partir de la séquence qui est tout en haut, un système qui va vous mettre un système en boudin, donc globalement une hélice. Mais vous pouvez aussi avoir un système de tôle, ce qu'on appelle des feuillets. Et en fait, à la fin, lorsque vous regardez, la totalité de ces hélices, de ces feuillets, viennent s'assembler dans des superstructures. Et ça vous donne, par exemple, vous l'avez ici sur la gauche, une structure de protéines un petit peu plus large. Alors historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Je vous ai mis quand même quelques petites visus, puisque la photo du milieu au centre représente messieurs Watson et Crick qui ont découvert l'ADN. Donc ça, c'est une photo de 1953. Et comme vous pouvez voir, le modèle de quelques bases était quasiment de la taille des deux individus. Et puis ensuite, alors je ne vais pas tout décrire, mais ensuite est apparu les premiers ordinateurs. Et aujourd'hui, avec un ordinateur de base, on peut déjà visualiser. Par contre, il nous faut des supercalculateurs pour nous permettre de réaliser les calculs que je vais vous présenter. Alors une fois que je vous ai fait tout ceci, je dois me poser la question à quoi ça me sert de voir en 3D. C'est-à-dire, est-ce que connaître la structure d'un objet suffit pour comprendre comment il fonctionne? Donc là, par exemple, si je montre ça, et bien souvent quand je montre ça aux enfants, la première chose qu'ils me disent, ce sont des couverts. Effectivement, c'est une photo représentant des couverts, mais on sait que ce sont des couverts parce qu'on a un a priori, parce qu'on les connaît. S'il y a un martien qui arrive, il peut très bien prendre la cuillère, la regarder, se dire « tiens, j'ai un miroir ». Ou il pourrait prendre la fourchette et l'utiliser pour venir se peigner. En fait, nous savions que ça nous servait à manger, nous savions que ça nous sert à manger, nous savons que ça nous permet d'être utilisé au moment du repas, ça ne nous pose pas de problème pour comprendre. Quand on n'a aucune information, il faut décrypter cette information. Donc on essaye de comprendre ce que sont
des formes qu'on appelle formes actives ou formes inactives. Et vous voyez qu'un même objet peut se trouver sous différentes formes. Donc je vais prendre un autre exemple très très simple, mais vous allez bien comprendre à quoi ça correspond. Et nous, on devra transposer ça dans notre infiniment petit, c'est-à-dire avec nos peptides, avec nos protéines, et essayer du coup de comprendre comment ils agissent et surtout quelles sont leurs actions biologiques. Je prends un parapluie, il pleut, quelle forme je vais utiliser? Je vais principalement utiliser la forme ouverte du parapluie, puisque c'est celle qui va me protéger. Par contre, donc celle-ci deviendra forme active et les deux autres sont des formes inactives. Par contre, je suis agressé. Alors ça dépend ce qu'on fait. Si on me lance une tarte à la crème, il vaut mieux que j'ouvre le parapluie ouvert puisque ça va me protéger de la tarte à la crème. Par contre, si on m'agresse avec un bâton, il vaudra mieux que j'utilise la forme fermée. Donc là, vous voyez que ma forme inactive, si je suis agressé avec un bâton, c'est celle qui est ouverte. Alors que si je suis agressé toujours avec ce bâton, bien évidemment, je vais avoir la forme fermée de mon parapluie. Là encore, nous savons à quoi correspond cette forme. Nous, on ne sait pas. Donc derrière, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir essayer d'imaginer, de comprendre, de regarder, de décrypter l'ensemble de ces informations. Donc je vais essayer de vous faire quelques petits exemples rapidement pour vous montrer un peu les objets, comment ils tournent, comment ils interagissent entre eux. Puis j'espère qu'à l'issue de ces quelques minutes, vous aurez compris à quoi ça correspond. Donc on va parler par exemple un petit peu d'une molécule qui s'appelle l'élastine, qui vous donne l'élasticité des tissus. Alors cette élastine, elle est représentée avec un ensemble de fragments, hein, de motifs. Et vous voyez que les simulations que nous avons faites sur ordinateur fait que vous avez une espèce de spaghetti. Ce spaghetti se déforme, on voit bien, il est capable de se replier, etc. Donc nous, on a essayé d'analyser. Et sur l'image qui est à droite, en haut à droite, vous voyez qu'en fait mon objet peut être totalement étendu, replié, étendu, replié. C'est-à-dire qu'il va traduire un comportement biologique qui permet d'expliquer l'élasticité des tissus. Donc l'élasticité, le rôle de l'élastine, c'est son rôle biologique. Et donc on voit qu'on a un équilibre entre une forme qui est étendue de mon objet et une forme qui va être repliée de mon objet. Alors quand je fais ceci, on se dit... Oh, vraiment très facile, on peut comprendre, on a immédiatement. C'est en fait beaucoup plus compliqué et qui plus est, cet objet-là, il va venir agir avec ce qu'on appelle un récepteur, c'est-à-dire une protéine qui est sa protéine d'acceptation. Donc, je vous ai mis ici, alors le récepteur que l'on étudie est un objet très compliqué qui correspond à l'assemblage de 3 gros blocs. Et nous, on va s'intéresser simplement sur le bloc que ici j'ai représenté en violet, en haut à gauche, qui s'appelle le BP. Et on va essayer de comprendre comment le petit peptide que je vous ai montré juste avant est capable de venir interagir avec cet objet. Donc vous voyez bien qu'en bas, on obtient une espèce de crevasse, et sur cette crevasse, on voit qu'il y a un objet qui est ici placé, c'est le fameux peptide. Et ce peptide, on sait qu'il est venu se placer là, puisqu'il est venu d'une simulation. Donc je vais vous montrer maintenant la simulation. Donc comme je vous l'ai montré juste avant, hein, vous avez vu le fameux peptide, en fait il est dans le site actif de mon objet, donc là de ma protéine, ce qui ressemble ici un peu à un fer à cheval. Hein, donc ici vous avez toute la protéine qui est ici en surface, et le peptide vous l'avez ici dans une forme de bâton, et vous voyez qu'en fait le résultat des calculs que je vous présente, c'est que cet objet peut venir se mettre à plusieurs positions, dans plusieurs positions, au niveau du site actif, et nous, notre travail va être d'essayer de décrypter ces interactions-là, de décrypter toutes les conformations possibles, de décrypter quelles sont celles qui peuvent avoir un intérêt ou pas, et à partir de là, on va reprendre des simulations de dynamique moléculaire pour voir si l'objet est capable de rester correctement dedans, et puis du coup, derrière, si cet objet est capable de rester correctement à l'intérieur du site actif, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va se dire, ok, cette forme-là, elle nous intéresse parce qu'elle va avoir de la potentialité biologique, elle va avoir de l'activité biologique, et à nous d'essayer de comprendre comment elle se fait et de proposer ensuite aux biologistes et aux biochimistes une voie d'action que eux vont tester en expérimental avec leurs cellules, ou bien même jusqu'à faire des tests qu'on appelle des tests in vivo avec des souris. Voilà. Alors on va revenir maintenant sur ce docking et sur les simulations de dynamique moléculaire. Comme ça, on va pouvoir regarder l'intérêt. Donc là, moi, je vais juste prendre une des structures qui est ici,
que je vais, hop, voilà, que j'arrête. Et sur cette structure-là, on va reprendre de la dynamique moléculaire. Donc à la fin de cette simulation, vous voyez bien qu'il y a un ensemble de possibilités. Donc là, je vous ai toujours représenté la fameuse crevasse, on l'aperçoit ici, et puis je vous ai représenté toutes les formes du peptide qui peuvent venir se mettre dedans. Et nous, derrière, le travail que l'on va avoir à faire, ça va être d'essayer, alors là, vous en avez 3 ou 4, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'essayer de décrypter pourquoi cet objet est venu se mettre dans une position plutôt que dans une autre. Et quand on a fait ceci, eh bien là, on peut lancer des travaux de simulation, d'autres travaux qu'on appelle de la dynamique moléculaire. Et cette dynamique moléculaire, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Elle nous permet de comprendre, vous en avez ici, elle nous permet de comprendre l'interaction du peptide. Donc ici, mon peptide, je l'ai représenté avec des petites boules. Vous voyez, la nature des boules dépend de la nature de l'atome, de la nature chimique. Et on voit qu'en fait, quand ce peptide-là, il est à l'intérieur de mon objet, il y reste. Il y reste, il est très bien là, et on est capable de comprendre du coup cette interaction-là. Lorsque le peptide n'est pas le bon peptide, c'est-à-dire lorsque la clé et la serrure ne sont pas les bonnes, eh bien le peptide va être éjecté. Donc là, nous, le travail que nous avons à faire, c'est d'essayer de comprendre ces interactions et d'essayer d'aller jouer avec la nature des atomes qui sont mis en jeu, la nature des briques que je vous ai montré tout à l'heure qui viennent de la transcription et de la traduction, donc les aminoacides, qui vont venir jouer entre eux parce qu'on va essayer derrière de faire du design, alors je mets un mot un petit peu anglais, mais d'essayer de faire de la conception de molécules qui viendraient par exemple jouer dans ce site actif pour venir le bloquer, c'est-à-dire imaginer à terme une espèce de molécule active qui sera, si ça fonctionne avec toute la biologie qui est derrière, un médicament. Donc là, je vous montre par exemple cette fameuse clé serrure. Donc là, c'est toujours la même molécule. Vous avez en violet la fameuse protéine réceptrice. On a mis en surface violette juste la zone qui nous intéresse. Et vous avez en jaune le petit peptide. Et vous allez voir qu'en fait, ce peptide va venir se mettre à l'intérieur. Donc ça, ce sont le résultat des calculs que nous avons effectués sur Roméo. Et vous voyez bien qu'en fait, l'objet vient venir s'adapter. C'est-à-dire c'est une clé serrure, mais il faut imaginer une clé molle et une serrure molle. Et les deux objets vont venir s'imbriquer complètement. Et une fois qu'ils se sont imbriqués, comme je vous l'ai montré sur la simulation précédente, ils ne bougent absolument plus. Voilà, je vais laisser aller jusqu'au bout. On voit bien que les deux objets sont en train de bouger. Nous, on a essayé d'aller comprendre la totalité des interactions qui se faisaient entre l'objet jaune et l'objet violet, donc entre le peptide et la protéine. Et ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement qui est associé. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est bien évidemment des simulations d'un objet avec un autre objet. Or, la biologie, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez des milliers de protéines, des milliers de molécules qui jouent les unes avec les autres. On a de la chance aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui se sont mis à faire des jeux vidéo et à beaucoup jouer. Donc, on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser les jeux vidéo pour essayer d'aller un cran plus loin. Donc, en ce moment, dans notre équipe, on est en train d'utiliser ce qu'on appelle les objets de réalité virtuelle et les jeux vidéo, donc ce qu'on appelle les moteurs physiques à l'intérieur des jeux vidéo. Et en fait, vous voyez tous les fragments protéiques que je vous ai montrés tout à l'heure, donc là, ce ne sont pas les mêmes, mais peu importe. On peut les considérer comme étant des espèces de briques. Et en fait, maintenant, on va être capable de simuler des objets, mais absolument monstrueux d'un point de vue de taille, c'est-à-dire que là, je vous montrais une échelle tout à l'heure, là, on va descendre dans des échelles qui vont être de l'ordre de 10 puissance -7, -6, ce sont des objets absolument conséquents, et on va être capable de rentrer à l'intérieur de ces objets et de venir interagir avec eux. Et vous voyez là, par exemple, en violet, vous avez du collagène. Eh bien, vous avez des fibres de collagène, qui sont des triples hélices de collagène qui sont là, qui viennent agir avec un ensemble d'autres molécules, en rouge des intégrines, peu importe le nom des molécules. Mais vous voyez que là, je suis capable d'imaginer ce qui se passe sur des centaines et des milliers de molécules. Donc là, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il faut bien voir que ces développements-là sont des développements de 2018, 2019, 2020. Je suis sûr et certain qu'on va aller bien plus loin et je pense que dans quelques années, on commencera à être capable de simuler en échelle moléculaire une cellule
Et donc de comprendre comment cette cellule joue au niveau de ces molécules. Et ce qu'on espère, c'est que du coup, être capable de mieux comprendre, par exemple, des comportements qui vont venir amener cancer ou autre. C'est-à-dire que quand vous avez une cellule qui devient une cellule pathologique, et qu'elle va venir s'associer avec d'autres cellules pour venir former une tumeur, eh bien, je pense que dans quelques temps, on sera capable de simuler au niveau des atomes, donc regarder l'influence d'un médicament sur ces cellules, etc. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le tout début d'une nouvelle aventure. L'informatique bouge très vite. Je pense que ces simulations, qu'on appelle des simulations mésoscopiques, vont bouger très très vite. Pour finir, bien évidemment, là c'est moi que vous avez eu en discours, mais je ne travaille pas seul, donc il y a toute une équipe et j'en profite là pour les remercier, puisque sans eux, le travail que je vous ai présenté ne se ferait pas. Merci, j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez été intéressés par ce que j'ai pu raconter.